Chers amis de Cannes Université, bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve euh, aujourd'hui, ce lundi après-midi, pour une nouvelle conférence. Très heureux de vous retrouver cet après-midi. Une conférence qui continue le cycle, qui poursuit le cycle sur les controverses culturelles dans la vie française après 1945. On avait déjà un certain nombre de thématiques depuis le début de cette année universitaires et poursuivront encore un tout petit peu dans le courant de ce début d'année 2021. Aujourd'hui, le thème met en évidence la publicité. Hein. On a abordé différents domaines, le théâtre, le cinéma, la chanson, la mode. Aujourd'hui, c'est la publicité. Voilà. Et le thème de la publicité est un thème qui est aussi tout à fait important en matière d'histoire des idées, d'histoire culturelle. Et donc, une polémique qui a eu en son temps une forte importance et qui a beaucoup dit sur la société française, c'est la polémique autour, ou les polémiques autour des campagnes de publicité de la marque de vêtements Benetton, Benetton, on pourrait dire. Hein. C'est une histoire qui vient aussi d'Italie. Et donc, je vous propose cet après-midi de réfléchir, hein, de revenir, si on peut dire. Aujourd'hui, Benetton reste une marque connue, hein, une marque un peu à l'avant-garde, un peu moderne. Hein. Et bien, au moment où elle est apparue, cette marque, et notamment à partir du moment où des campagnes de publicité se sont lancées dans un certain cadre, eh bien, cette marque a défrayé la chronique et est devenue une forme d'emblème avec un certain succès, hein, il faut bien le dire, à la clé. C'est de ça que nous allons parler donc cet après-midi. Donc, je vous amène avec moi dans un voyage autour de la couleur et des questions liées à la couleur à travers la marque donc Benetton. Alors, on va partager l'écran, hein, effectivement, comme on a désormais l'habitude de le faire. Hein, ici, un partage d'écran. Et nous allons donc réfléchir. Le titre que je vous propose, vous voyez ici, c'est Benetton, virgule, provocations et polémiques en couleur, hein, provocations et polémiques en couleur, en mettant en avant donc la publicité, l'air du temps et l'engagement. Peut-on être un publiciste et engagé? Quelle est la finalité de cet engagement? Alors évidemment, la finalité, c'est d'abord de faire vendre une marque, hein, ne soyons pas dupes hein, du sujet, mais de quelle manière fait-on vendre une marque? De quelle manière procède-t-on? Y a-t-il derrière cette manière de se lancer dans de la publicité des valeurs morales et peut-être des idées? C'est un sujet qui va être donc abordé cet après-midi. Donc nous sommes dans une borne chronologique de 1984 à 2018. Alors du coup, ça va nous amener dans toute une période, hein, une période qui effectivement nous ramène à l'Italie et en particulier à la famille Benetton. Donc, vous voyez ici les quatre enfants de cette famille modeste. Alors quand je dis quatre enfants, évidemment, c'est les quatre enfants d'un père donc de la région de Trévise, hein, ville située près de Venise, hein, Ponzano Veneto tout particulièrement, hein, cadre familial qui va faire naître cette marque Benetton. Donc le berceau de Benetton, c'est la région de Vénétie en particulier, hein, et cette entreprise est née en 1965, donc il y a plus de 55 ans maintenant, hein, dans une famille assez modeste. Hein, ces quatre enfants qu'on voit ici, désormais plus âgés, hein, sont issus d'une famille modeste. Hein, le père, d'ailleurs, mourant assez jeune, et bien, ces quatre enfants ont obligé de trouver des solutions pour sortir leur famille de la pauvreté. Hein, et le leader, si on peut dire, de cette fratrie, hein, c'est Luciano Benetton, né en 1935, donc il a 30 ans en 1965, hein, avec sa sœur Giuliana, elle-même née en 1937. Et puis Gilberto, plus jeune, né en 1941, est décédé en 2018. Et Carlo, hein, né en 1943, est décédé lui aussi en 2018. Donc les deux frères frères et sœurs les plus âgés restent en vie. Et ce sont les moteurs au départ dans l'histoire de la famille Benetton, notamment Luciano, qui va être la figure la plus en vue, président exécutif de la marque et de la firme
Benetton, hein. Bon, l'anecdote fait dire que nous sommes à la fin des années 50, donc les enfants Benetton sont jeunes, hein, enfin de jeunes adultes, hein, et Luciano demande à sa sœur, hein, donc Luciano demande à sa sœur de lui tricoter un pull très coloré, hein, pour contraster avec les pulls que portent ses camarades, ses amis, hein, en ville. Et elle s'exécute, si on peut dire, pour faire plaisir à son frère, et dans la manière dont elle tricote ce pull coloré, hein, suscite une sorte de fascination pour toutes les couleurs qui sont mises en avant, et ça donne des idées à ce grand frère qui décide, alors c'est l'anecdote familiale, hein, que je vous raconte ici, hein, qui décide de vendre sa bicyclette, hein, à l'époque où on parle justement des voleurs de bicyclettes, hein, avec le film de Vittorio De Sica, c'est un peu la même époque, et il va acheter une machine à coudre en remplacement de cette bicyclette. Et c'est le point de départ anecdotique, c'est le point de départ, on pourrait dire presque légendaire, de cette firme, de cette petite entreprise au départ, hein, qui est donc la marque Benetton, hein, point de départ emblématique en quelque sorte, puisque finalement, cette marque Benetton va se fonder. Alors on voit ici devant nous l'usine que va devenir Benetton, l'usine du côté donc de Trévise, hein, Maglieri et Benetton, hein, nous sommes là effectivement dans une image qui doit dater du début des années 70. Donc l'entreprise s'est fondée sur deux dimensions, peut-être même deux fascinations, qui sont les fascinations de cette famille italienne, donc issue d'un milieu assez modeste. C'est d'un côté donc la couleur, hein, à une époque où la couleur reste un peu, un peu limitée en termes de vêtements, hein. Les Benetton ont grandi effectivement dans une région où la peinture en particulier, hein, Venise, est un vecteur essentiel, je dirais, de la vie culturelle. Et la deuxième valeur, c'est le monde, l'universel, hein, quoi de plus universel qu'un tricot, qu'une maille, qu'un tissu, hein. Et donc, sur cette base simple, double base simple, l'entreprise Benetton est apparue. Et donc, au départ, on le voit ici, une entreprise familiale, petite entreprise, hein, mais qui devient très vite une firme, hein, passage du petit atelier des années 60 à ce qu'on voit déjà sous les yeux là, à une usine et même à une grande usine, hein. Le magasin de Trévise en particulier, hein, va s'ouvrir à la fin des années 60 en particulier, et par la suite, eh bien, cette marque va essaimer, hein, va connaître un très très grand succès, puisque aujourd'hui on est dans 5000 magasins dans le monde, hein, implantés dans 120 pays, effectivement. Et le premier magasin, dont vous voyez ici, euh, disons, vous voyez ici la firme, mais on peut tout de suite regarder comment est-ce que les premières publicités apparaissent, hein. Le premier magasin, le tout premier magasin, est donc ouvert dans une impasse de Belline, hein, qui est une ville sur le flanc des Dolomites, hein, et puis un autre assez rapidement dans la station de ski de Cortina d'Ampezzo, hein, avec effectivement, hein, je reviens sur ces usines visitées ici, hein, avec notamment un dispositif de magasin tout à fait innovant, hein, puisque c'est le principe de l'open space qui est lancé donc à la fin des années 60. Ça veut dire quoi l'open space? Ça veut dire que ces magasins sont totalement ouverts et qu'il n'y a pas une vendeuse, ou un vendeur, mais plutôt une vendeuse en l'occurrence à l'époque, qui vient vous poser des questions sur vos besoins, mais le client est invité lui-même, tout seul, à fouiller dans le magasin et à choisir lui-même ses vêtements préférés, hein. Donc le principe de l'autonomie en quelque sorte, hein, le personnel n'intervient qu'à la demande du client. C'est le principe des premiers magasins Benetton à Berlin et à Cortina d'Ampezzo, donc dans les régions proches des origines de la firme. Et effectivement, le succès, c'est que ces vêtements, ces pulls en particulier, sont vendus dès les ouvertures de ces magasins, hein, de Berlin ou de Cortina d'Ampezzo se vendent très bien, hein, se vendent très bien, ce qui va faire très vite que, eh bien, la marque Benetton va se développer, hein, et les principales villes italiennes à la fin des années 60 et surtout au début des années 70, et puis ailleurs, hein, eh bien, on va voir apparaître cette marque. Par exemple, à Paris, au boulevard
Saint-Germain. Alors voilà, hein, je montrais les premières publicités de Benetton, hein, vous voyez, Maglieri et Benetton, protagonistes famosos. Hein, voilà ici cette notion de couleur qui émerge. Nous sommes, bien sûr, vous le voyez à partir de l'image à la fin des années 60. Hein, uomini con la maglia delle ore libere. Hein, voilà, donc la maille Benetton, ici ces couleurs qui sont présentées, même chose ici, vous voyez, on voit ces publicités qui au départ ne sont absolument pas dans le cadre qu'on va évoquer. Ce sont les premières générations, on pourrait dire, de publicité hein, qui incarnent cette manière de se vêtir et de vêtir les Italiens et plus tard les Européens d'une manière moderne. Hein. Voilà ici aussi une autre campagne de publicité qui date de cette fin des années 60, début des années 70. Voilà. Et donc, ces premiers magasins qui s'ouvrent, eh bien, voilà le premier magasin qui s'ouvre au boulevard Saint-Germain à Paris en 1969. 1969. On aura un peu plus tard même un magasin qui s'ouvre à New York en 1980, à Madison Avenue, et à Tokyo en 1982. Hein, euh, tournant de l'entreprise, effectivement, hein, là, ce sont les premières générations. Vous voyez, quand on dit dans les années 70, hein, sur les quais de Paris, hein, une mode qui va de partout dans le monde, qui chemine désinvolte à travers 1000 couleurs hein, et qui, quelque part, représente l'ère du temps, hein, avec cette fameuse sigle hein, de la marque Benetton dans ce contexte-là. Mais si vous voulez, ces premières campagnes de publicité assez classiques, somme toute assez classiques, hein, qui quelque part laissent entrer la notion de couleur, on le voit à travers ça, eh bien, cette première décennie, ou ces 2 premières décennies de la marque Benetton, ne portent pas cette enseigne dans une dimension de scandale, hein, puisque c'est ça qui nous intéresse dans ces conférences. En revanche, il va y avoir un tournant au début des années 1980, et en particulier en 1982, lorsque se produit la rencontre entre le PDG de la firme Benetton, l'aîné de la fratrie dont je parlais tout à l'heure, Luciano Benetton, et ce publiciste que vous voyez là, qui est notre Italien, Olivero Toscani. Et c'est lui, Olivero Toscani, hein, qui va déclencher par ces campagnes de publicité, eh bien, la polémique. Hein, la polémique, puisque pendant 18 ans, Olivero Toscani, que vous voyez ici, eh bien, va mener une stratégie publicitaire redoutable, une stratégie publicitaire provocante, on pourrait presque dire provocatrice, et néanmoins une stratégie publicitaire totalement innovante qui va changer, alors non seulement l'image de Benetton, hein, qui était une image assez sage et tout à fait classique, malgré l'idée de couleur déjà à la base, et ensuite qui va changer les règles plus globalement de la publicité. Et surtout, qui va contribuer, ça c'est très important, au succès de la marque Benetton. Hein. Alors, qu'est-ce qui va changer effectivement à travers Olivero Toscani, que vous voyez ici? Je vais bien sûr vous présenter Olivero Toscani. En gros, l'idée, c'est que la publicité véhicule des idées, la publicité véhicule des valeurs, la publicité véhicule une vision du monde, en quelque sorte. Hein, et il faut bien le dire, la marque Benetton sera totalement à l'avant-garde de la société italienne, européenne des années 1980, avec un parti pris hein, qui ne manquera pas de provoquer des discussions. Alors, Olivero Toscani, que vous voyez là, assez taquin, on pourrait dire, hein, toujours en quête de scoop, hein, toujours en quête de nouveautés, eh bien, est un publiciste qui est né un petit peu après Luciano Benetton en 1942. C'est un Italien, un Milanais, hein, il est né à Milan en 1942, donc il a aujourd'hui presque 80 ans, toujours vivant, bien sûr, Olivero Toscani. Son père était déjà photographe de presse en Italie. C'était un exemple, son père, hein, appareil photo à la main, on le voit ici comme son fils sur cette image. Et finalement, Olivero Toscani veut suivre les traces de son père hein, lorsqu'il entre en 1965, au moment où la marque Benetton, qu'il ne connaît pas, se crée. Hein. Eh bien, lui, Olivero Toscani, est à Zurich.
et il étudie les arts appliqués dans une école de Zurich à partir de 1965 lorsqu'il a 23 ans. Et puis, ce que fait Olivero Toscani, on peut considérer que ça va beaucoup contribuer à sa décision, à sa manière de travailler, c'est qu'il fait le tour du monde, hein, ce qui faisait beaucoup la génération des jeunes gens qui avaient 20 ans ou un peu plus dans les années 60 ou fin des années 60, partir autour du monde, une sorte de quête, hein, de génération. Il a rencontré, pour pouvoir partir autour du monde, il a remporté un petit prix de photographie, donc il a un peu d'argent, et il décoche ce projet de partir autour du monde. Et après plusieurs mois de voyage, il retourne à Milan et il opte pour la publicité. Il opte pour travailler dans une agence de publicité et il va devenir, Olivero Toscani, le directeur artistique d'une agence de publicité, l'agence Eldorado, hein, qui est une agence principalement parisienne d'ailleurs, hein, principalement française, hein, qui propose donc des affiches publicitaires, effectivement, hein, et dans ce contexte, eh bien, il va y avoir, comment dire, un travail que va mener et une spécificité que va se doter Olivero Toscani, hein, à travers justement les campagnes d'affichage qui sont une manière de s'exprimer, hein, on pourrait dire, en matière de publicité. Et donc, il va travailler à Paris, en Italie et au-delà sur des campagnes publicitaires d'affichage pour différentes entreprises, hein, Donna Mode pour la revue l'hebdomadaire Elle, pour la revue Vogue, et notamment aussi pour une autre marque qui, au départ, était intéressée par l'état d'esprit, on pourrait dire, de Toscani, c'est justement la, la firme de vêtements Esprit, hein, à partir de 1979, hein, où, à travers la marque Esprit, Olivero Toscani propose ce qu'il va appeler la Real People Campaign. La Real People Campaign, c'est de faire poser de vrais clients et non pas des modèles euh, désignés pour l'idée, mais poser de vrais clients dans les magasins, hein. C'est-à-dire l'idée de faire passer de l'éruption des vrais gens, je dis bien des vrais gens, c'est-à-dire de ceux qui achètent les vêtements, hein, dans la publicité, avec leur visage, avec leur physique, qui n'est pas particulièrement un physique de top modèle, avec leur regard sur le monde et avec chaque fois un petit texte les accompagnant, hein. Alors ça, ce sont Benetton et Toscani ensemble, hein, et on voit d'ailleurs, hein, que le couple Benetton-Toscani, ce couple italien sulfureux, ces Italiens du Nord en quelque sorte, hein, eh bien, vont effectivement déclencher une véritable polémique. On les voit ici tous les deux toujours de très bonne humeur en général quand on les voit sur les photographies, hein, puisqu'évidemment en plus que la marque a marché, donc ce serait difficile de ne pas l'être. Je vous renvoie d'ailleurs à cet ouvrage, hein, que je présentais là, l'ouvrage Olivero Toscani lui-même, hein, qui parle justement, la pub est une charogne qui nous sourit. Euh, donc 1995, donc c'est un ouvrage assez ancien déjà, qui a plus de 25 ans, mais qui est intéressant parce qu'il raconte par l'intérieur de la vie de Toscani un petit peu la manière dont il voit les choses dans ce cadre-là, hein. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure, hein, Esprit 1979 en particulier, comment est-ce que la campagne de publicité pour Esprit, un peu avant celle de Benetton, un peu avant que le lien se noue entre Benetton et Toscani, entre Benetton et Toscani, eh bien, comment est-ce que la campagne Real People Campaign est proposée pour Esprit Sport? Donc, vous avez ici eh bien, une cliente de la marque Esprit, des magasins Esprit, et on vous donne ici, hein, vous voyez, le nom de cette personne, son métier, son âge et quelques phrases qu'elle a pu prononcer au moment où participe à cette campagne de photographie qui devient une publicité, où vous voyez des vrais gens, avec à l'époque les objets de l'époque, par exemple un téléphone avec des fils, ça n'existe plus aujourd'hui. Regardez ici une autre personne dans cette campagne de publicité, une dame de 28 ans qui, là aussi, se vêt, hein, on pourrait dire, de la marque Esprit, dans cette campagne qui commence en 79 et qui se poursuit au début des années 1980. Vous voyez, donc, on prend des clientes, en l'occurrence, donc de la marque Esprit, pour en faire
pour en faire eh bien l'objet même des campagnes de publicité. Ça a été déjà vu comme une forme d'originalité hein, dans ce cadre-là. Alors, lorsqu'on est, vous voyez, dans cette idée d'esprit, hein, eh bien, il y a déjà chez Toscani la notion de couleur qu'on voit ici présente hein, à travers ces quelques jeunes gens qui sont photographiés dans une ambiance là aussi assez classique de l'Italie que l'on peut y deviner, hein, ou devant la Tour Eiffel, hein, on le revoit ici, hein, sur l'esplanade du Trocadéro, hein, ces jeunes gens habillés de manière très colorée, hein, avec la marque Esprit, c'est très d'époque années 1980 dans ce contexte-là. Et donc, c'est au vu du succès de la campagne pour la marque Esprit en 1979 et au tout début des années 1980 que Olivero Toscani est recruté en fait, et sollicité par Luciano Benetton, que vous voyez ici à peu près dans cette époque-là, hein, pour travailler désormais, non pas pour Esprit, mais pour la marque donc, Benetton. Hein, et les deux hommes ont rapidement, lorsqu'ils se rencontrent, hein, un point commun, hein, c'est la notion de couleur, cette couleur qui existe déjà dans les campagnes de Toscanie, et c'est aussi on va le voir très vite, la notion de cosmopolitisme, la notion de brassage, la notion d'universalisme, la notion d'ouverture sur le monde et de diversité, on pourrait dire des mots qui deviennent petit à petit à la mode dans ces années 80, et en tout cas l'idée de sortir du ronron, comme on pouvait dire à l'époque, des mannequins et de la mode qui serait effectivement très corsetée, c'est le cas de le dire, dans ce contexte-là. Hein. Et donc, les deux hommes se mettent au travail, hein, et surtout Toscani se met au travail hein, avec le fait d'être persuadé que eh bien, la couleur est au cœur d'un dispositif qu'il faut mettre en place. Et donc, les campagnes d'affichage de Toscani pour Benetton vont véritablement imprimer l'air du temps, hein, l'air du temps de ce début des années 80, sur lequel effectivement on va revenir, hein, en particulier tout commence en 1984. L'air du temps, ça va être de pouvoir profiter de cet air du temps pour engranger un succès de marketing et aussi profiter peut-être des polémiques que lance cette marque Benetton. Et on peut considérer que le point de départ, c'est le lancement de la première campagne de Toscani pour Benetton. C'est la collection Printemps-été de l'année 1984 que vous avez sous les yeux ici, qui s'intitule en italien Tutti i colori del mondo, tutti i colori del mondo. Concertation donc est fruit d'une réflexion entre Luciano Benetton, Olivero Toscani, avec son agence, donc j'ai déjà cité, Eldorado, hein, et notamment le président de l'agence Eldorado, qui est un Français, Bruno Suter, S-U-T-E-R, qui est directeur artistique d'origine suisse et qui, évidemment, cautionne cette campagne d'affichage pour la marque Benetton. Alors, de quoi il s'agit? Vous le voyez sous les yeux, ce sont des affiches où on voit bien évidemment les vêtements Benetton, très populaires à l'époque. Hein, vous en avez peut-être porté, moi aussi d'ailleurs, mais c'était surtout au départ des vêtements féminins. On va voir ensuite que la mixité est de rigueur. Qu'est-ce qui est présenté ici? Eh bien, est présenté ici la diversité ethnique. Hein, on voit des visages issus de tous les continents, on pourrait dire, hein, ce rassemblement gai, coloré, de groupes qui, quelque part, laisse entendre, on le voit, une ambiance extrêmement joyeuse, hein, comme on la voyait ici, mais plus classiquement, hein, au début des années 80, hein, ou ici, de manière un peu plus, disons, posée. Là, c'est plus un joyeux bazar, mais un joyeux bazar, justement, joyeux et coloré, bien sûr, avec la notion sans doute de rassemblement et in fine, en filigrane, de fraternité entre les peuples. Hein, et c'est d'abord dans cette campagne de 1984, 6 visuels d'adultes, hein, d'ailleurs ici ce sont de jeunes, très jeunes adultes, hein, mais aussi 6 visuels d'enfants, hein, qui d'ailleurs se traduisent de l'Italie, hein, vous voyez, tutti i colori del mondo, à la France, toutes les couleurs du monde, où vous voyez donc cette capacité à rassembler, comme on le voit ici, hein, donc 6 affiches d'enfants, pardon, concert de couleurs
et de tenues vestimentaires extrêmement diverses. Je remontre ici, vous voyez, c'est presque étourdissant cette couleur qui s'affiche. Alors évidemment, ça s'affiche dans les rues, ça s'affiche dans les rues de France, d'Italie et de divers pays. On le voit ici, vous voyez, à travers voilà, ici cette mise en scène, toujours très gaie, toujours très heureuse, de garçons et de filles. Voilà des enfants, comme je le montrais ici, le 012 Benetton, toujours dans la même campagne de 1984. Et donc, cette série d'images qui sont soigneusement agencées, on pourrait le dire, eh bien, mettent en évidence une nouvelle manière de faire de la publicité qui va inaugurer jusqu'à très récemment l'histoire d'un success story, on pourrait dire, l'histoire d'un succès pour la marque et l'histoire d'un air du temps capté par le monde de la publicité, cette agence Eldorado à travers Olivero Toscani. D'ailleurs, le contexte est favorable. Évidemment, si Toscani s'est lancé là-dedans, c'est qu'il pensait à raison que ça allait susciter une certaine attention. Le contexte est favorable puisqu'en 1985, compte tenu du succès, une nouvelle campagne, toujours avec l'agence Eldorado parisienne, est lancée après le relatif succès de 1984. C'est donc un succès lié à la nouvelle campagne de 1985, mais cette fois-ci avec des couples et non plus des groupes, et notamment des enfants ou des adolescents qui, quelque part, mettent en évidence pour mieux montrer le produit Benetton, tous ces vêtements Benetton, eh bien, les produits sont visibles, on les voit bien à l'écran ici, bien sûr, et c'est un grand succès qui mêle ici la diversité ethnique, mais aussi, 1985, la période de la guerre froide, puisque vous voyez que dans l'agencement de Toscani, il y a bien un blanc et un noir, si on peut dire, dans la manière de présenter les choses, mais il y a aussi les États-Unis et l'URSS, quelque part, le drapeau soviétique et le drapeau américain, le tout mêlé dans un parfum de guerre froide qui se termine. Alors, on ne sait pas encore en 85 que ça se termine, puisque c'est l'époque où Mikhail Gorbatchev arrive au pouvoir en Russie et qui va lancer la glasnost et la perestroïka, mais on n'y est pas encore véritablement dans la fin de la guerre froide, et donc c'est un peu provocateur, à l'époque où Sting chante la chanson Russian, justement, de présenter ces deux mondes partagés, on pourrait dire ici, ou rassemblés. Donc il y a un parfum de fin de guerre froide en même temps qu'il y a cette question du rassemblement et de la fraternité. Grand succès de cette série de campagnes Benetton. Vous voyez ici les deux enfants, garçons et filles, avec des vêtements Benetton, puisqu'il y a beaucoup de vêtements d'enfants aussi chez Benetton, le 012, comme on le voit ici, le 012, de 0 à 12 ans, et toujours ce mode d'une guerre froide qui se pose comme problématique, où ici, on voit là aussi la mise en scène de cette manière de présenter les choses, avec là aussi la notion de diversité, la couleur qui est présente dans cette série de couples. Et celle-là est restée très célèbre. C'est sans doute la plus célèbre de la campagne de 1985. Ces deux enfants noirs, mais l'un affublé de la faucille et du marteau soviétique, l'autre affublé du drapeau américain qui se côtoient, le petit baiser qui est là présent dans ce contexte. Voilà quelque chose qui met en évidence, donc je reste sur cette image d'abord, le succès. Le succès, alors, grand succès de cette campagne de 1985. La campagne reçoit de nombreux prix. Les publicitaires fonctionnent aussi avec des prix, un peu comme au théâtre ou au cinéma avec les Césars. Notamment en 1985, Toscani, à travers sa campagne, reçoit le premier grand prix de la presse magazine. Prix prestigieux, effectivement, créé d'ailleurs en 1985. Donc c'est le premier prix qu'il obtient dans ce contexte-là. Et on parle de la publicité qui devient une forme d'art. Alors, ce n'est pas le 8e art, mais enfin, c'est un art quand même. Et à ce moment-là, eh bien, Benetton va devenir ce qu'on va appeler, donc, dans ce contexte-là, on le voit à travers cette campagne sur laquelle on va revenir, le sigle, c'est United Colors of Benetton, un pastiche de United States of United States, donc dans les États-Unis, dans ce contexte. Donc là, c'est les États-Unis de Benetton, les
couleurs unies de Benetton. L'anecdote d'ailleurs fait dire que la visite d'un membre de l'UNESCO au siège de Benetton, donc à Trévise, ce membre de l'UNESCO aurait dit, lorsqu'il serait rentré dans l'usine, mais ici ce sont les Nations Unies de la couleur. Voilà ce qu'aurait dit ce membre de l'UNESCO. Et donc on a retenu la notion de United Colors of Benetton, les Nations Unies de la couleur. Voilà une dimension extrêmement politique en quelque sorte. Et à cette campagne donc, de United Colors of Benetton lancée en 85, qu'on n'a pas, si vous voyez ici, en 84, où c'est plutôt toutes les couleurs du monde. Donc là, on est passé à un sigle qui va vraiment fonctionner, United Colors of Benetton en 85. Eh bien, il y aura justement par la suite, en 1986, justement, une campagne qui prend la suite de celle de 85, c'est United Contrast of Benetton, où on vous donne ici un visage et un membre, au sens un pied de bébé, comme on le voit ici, par exemple, ou ici, eh bien, un visage de bébé, mais une main d'adolescent, c'est un peu le contraste dans ce contexte-là, ou ici, vous voyez, une main et le dos d'un jeune enfant ou d'un jeune adolescent qui sont présentés dans ce contexte. United Contrast of Benetton, on voit encore les vêtements, ici, donc de temps de 1986. C'est une époque où Benetton, comme vous le voyez, 84, donc c'est un succès, pardon, 85, United Colors of Benetton est un très très grand succès, 86, United Contrast of Benetton est un succès, et en fait, ça participe d'une stratégie de la marque qui investit différents milieux très engagés sur le plan du cosmopolitisme et du brassage à l'époque. Et donc, ça va de pair avec la diffusion de cette marque Benetton, notamment dans le sport, et en particulier dans les sports les plus à l'avant-garde, comme la Formule 1, puisque en 1986 et jusqu'en 2001, puisque ça ne va pas durer au-delà, Luciano Benetton et ses frères et sœurs investissent en même temps dans le sport et dans la Formule 1, comme vous voyez ici à travers cette image. En particulier, vous voyez ici la firme Benetton, qui va réaliser 260 grands prix entre 1986 et 2001 pendant 15 ans, avec notamment un titre de champion du monde obtenu par Michael Schumacher, le pilote allemand, qui obtiendra donc deux titres en 1994 et en 1995. Vous voyez ici le pilote qui est donc Michele Alboreto, qui était d'abord le premier pilote italien de la firme, où on voit un étalement de cette firme. Ici, vous voyez cette grande mise en scène à travers le pilote qui s'appelle Gerhard Berger, ambiance très colorée, y compris des couleurs de la voiture. On le voit ici à travers finalement le design de cette automobile, qui est ici mise en scène comme étant quelque chose de très chamarré, de très coloré, dans l'état d'esprit de la marque. On le voit ici, donc à travers la voiture de Gerhard Berger, pilote emblématique, on pourrait dire, de cette marque Benetton, avec, vous voyez, les pneus colorés, vert, rouge, orange, bleu. Voilà un petit peu l'emblème de la couleur qui se transmet aux voitures de course qui sont bariolées à la marque Benetton dans ce contexte-là. Voilà Michael Schumacher qui donc est le vainqueur de la championnat du monde en 94 et 95. Et donc, vous voyez, le monde de la Formule 1 est un monde qui va rester très lié au succès de la marque Benetton dans la décennie fin 80 et toute la décennie 90 dans ce contexte-là. Et si vous voulez, dans ce cadre où la Formule 1 est une autre manière de mondialiser la firme, en 1986, on voit apparaître le développement dans les campagnes de Benetton, l'apparition d'un globe en particulier, symbole d'unification, symbole de mondialisation en quelque sorte. D'ailleurs, il y a un lien avec, en France, l'apparition d'un mensuel qui s'appelle justement Globe, qui a été créé en 1985 au même moment par Georges-Marc Benamou, qui va durer jusqu'en 1992, aidé d'ailleurs par Yves Saint-Laurent, pas la marque, mais le mensuel Globe et Pierre Berger, un mensuel très ouvert justement au monde et finalement à l'esprit Benetton, intellectuel, plutôt de gauche, pro-mitterrandien d'ailleurs et antiraciste,
euh, où il y a beaucoup de spots de Benetton dans ce mensuel Globe qui correspond bien à cet état d'esprit, à cette ère du temps de l'époque. Une période aussi pendant laquelle Benetton se développe aussi dans des spots publicitaires diffusés à la télévision, hein, à côté des campagnes d'affiches qui mettent en scène de nombreux enfants, adolescents du monde entier avec des globes à la main, comme vous le voyez ici dans cette image qui pose d'une certaine manière le problème israélo-palestinien. Hein, ces deux adolescents, l'un juif, l'autre visiblement arabe, sous la bannière de United Colors of Benetton, tiennent un globe dans leurs mains. Hein. Nous sommes en 86 ici, 86-87. Hein, on retrouve ici, vous voyez, la campagne du globe, hein, avec une Bolivienne, Patricia Alvarez, un Américain, Andy Reader, marque United Colors of Benetton, et le globe à la main. Hein, là aussi, hein, rééquilibrer les rapports entre les États-Unis et les pays d'Amérique latine, peut-être. Ça fait partie donc de ce couple qui met en scène ce globe, hein, cette campagne du globe, on pourrait dire, hein, où ici, effectivement, hein, la notion de paix, hein, qui apparaît, et puis ces globes qui sont représentés entre un homme et une femme issus de formes de diversité indistinctes, mais qui permettent d'évoquer, vous voyez, la dimension religieuse avec une croix, la dimension très colorée des vêtements, la notion de pop, et ces globes qui tournent autour d'eux. Hein, donc, le message est clair, hein, si on peut dire ici. Hein, regardez, voilà ce mensuel globe, hein, qui est créé en 1986 par Georges-Marc Benamo, qui correspond un petit peu à cet état d'esprit, hein, dans lequel on va s'inscrire dans les années 80. Hein. Alors on est effectivement dans ici le domaine du message qui dit que toutes les couleurs se valent, que tous les hommes et femmes sont égaux, hein, et notamment celle qui va le plus avoir de succès, c'est la première, hein, c'est les Juifs et les Arabes, en quelque sorte, hein, qui évidemment mettent en évidence la capacité à se rassembler. Alors, il y a eu beaucoup de polémiques, notamment sur cette affiche-là en particulier, hein, qui, d'une certaine manière, a considéré que, outre la volonté de gommer les différences, hein, il semblerait que l'enfant palestinien ou l'adolescent palestinien prenne plus de place que l'enfant juif ou l'adolescent juif, qui est un peu plus contraint. Et donc, beaucoup ont voulu creuser dans cette affiche l'idée peut-être d'une orientation pro-palestinienne de Benetton, ce qui n'a jamais été véritablement affirmé, hein, dans ce contexte-là de Toscanie. En tout cas, l'ambition était de considérer l'égalité. Alors ensuite, on a voulu effectivement beaucoup discuter de la manière dont les choses se sont agencées, mais en tout cas, voilà, l'ambition était surtout de présenter, alors voilà, le mot est important, l'éloge de la différence. Hein, l'éloge de la différence dans la fraternité, c'est-à-dire tout le monde est différent, mais tout le monde est uni. C'est vraiment, hein, si vous voulez, l'ère du temps. Pourquoi l'ère du temps? Parce qu'en 1985, 86, 87, en particulier en France, qu'est-ce qu'on a comme discussion autour de ça? Eh bien, on a l'émergence de notamment ce mouvement qui va avoir très très grand succès dans la France des années 80, c'est le mouvement qui s'appelle SOS Racisme. SOS Racisme, dont on a beaucoup parlé, hein, qui a eu un immense succès dans les générations de ceux qui sont nés dans les années 60 ou 50, qui va prôner une forme d'antiracisme bigarré, chamarré. Hein. On a beaucoup aussi critiqué ce mouvement qui était, vous le savez sans doute, dirigé par Harlem Désir, Julien Drey, qui sont tous devenus ensuite des figures, on pourrait dire, du Parti socialiste. Et c'est vrai que SOS Racisme a été créé en plein mitterrandisme, et en 1985, c'est sous François Mitterrand qu'apparaît cette association qui va avoir un succès assez phénoménal dans la jeunesse. Et il y avait des campagnes à l'époque, je pense notamment à la campagne antiraciste du MRAP, hein, du mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et pour la paix, qui s'intitulait Vivons ensemble avec nos différences. Hein, eh bien, quelque part, le succès de ce mouvement antiraciste, alors c'est aussi le mouvement où on a pu voir apparaître dans les années 80, en 1983 en particulier en France, ce qu'on appelait la marche des beurs, entre guillemets, des beurs, hein, des jeunes arabes, hein, les beurs étant les jeunes arabes, qu'on appelle plutôt marche contre le racisme et pour l'égalité. Et cette marche qui a eu un immense succès dans la France de cette époque-là, qui a été ensuite un peu confisquée, il faut bien le dire, par SOS Racisme, qui a pris le relais et qui a diffusé des slogans de grande ouverture, notamment à travers
Alors, ce qu'on prônait, c'était effectivement la dimension culturelle, plutôt que la dimension militante, c'est-à-dire un militantisme des concerts, hein, donc venir au concert, c'était je ne sais pas si vous vous rappelez le slogan qui avait eu un immense succès, c'était Touche pas à mon pote, hein, médiatiquement, ça avait fait un grand buzz, hein, on pourrait dire, avec un succès tout à fait évident puisque les grands présentateurs de l'époque de télévision, Yves Mourouzi par exemple, ou Christophe de Chavannes, étaient ouvertement des partisans d'SOS Racisme, arrivant avec la petite main, touche-moi à mon pote, les chanteurs comme Renaud, comme Jean-Jacques Goldman, comme Francis Cabrel, qui étaient des grands comment dire, passionnés de SOS Racisme et ces grands concerts, notamment l'été, et particulièrement le concert des potes du 21 juin, en fait, de la musique, avec l'esprit un peu Jacques Lang, hein, il faut bien le dire aussi, qui se développe dans ce cadre-là. Vous voyez, c'est toute cette ambiance culturelle, d'ouverture, hein, qui n'empêchait pas que par ailleurs la France était malgré tout marquée par des formes aussi de virulence par rapport aux migrations, hein, puisque c'est aussi à ce moment-là que le succès du Front National est très net. Hein, donc un peu dans ce contexte politique très clivé. Hein, d'un côté, une mode de l'antiracisme menée par les jeunes issus de l'immigration qui prennent en main leur destin et leur volonté d'être français, et en parallèle avec parfois des animosités, ce mouvement SOS Racisme qui essaie d'imprimer des valeurs de diversité, si vous voulez, un peu, disons, dans l'archéologie de ce qu'on vit aujourd'hui. Et en même temps, de l'autre côté, cette France qui est plutôt volontaire de conserver ses prérogatives et plutôt réfractaire à un certain nombre d'évolutions un peu trop comme ça cosmopolites et un peu trop justement ouverte, eh bien, ce clivage dans la société, Benetton apporte sa pierre, on peut dire, à l'édifice en prenant parti effectivement pour le camp de la diversité, puisque effectivement, cette notion de vivons ensemble avec nos différents, je crois que la marque Benetton la traduit, hein, de manière très nette. Et donc, on est ici dans ce qui peut être vous voyez, un bain culturel, parce que ce que vous voyez ici défiler, ces couleurs de Benetton, eh bien, sont placardées sur les grandes, sur les murs des villes, hein, et pas que des grandes, hein, des villes moyennes ou des grandes villes. On les voit dans les magazines comme Globe et comme d'autres journaux, je pense à Libération par exemple, on les voit beaucoup, et elles imprègnent les esprits. Hein, vous voyez, donc c'est un véritable bain culturel des années 80 dans lequel on se trouve avec ces images de Benetton qui dépassent le simple cadre un peu fermé du monde de la mode et de la publicité de mode dans ce contexte-là. Hein, et on voit émerger, hein, effectivement, à partir de 1987 en particulier, je reviens effectivement à cette image-là, le spot qui va être diffusé aussi à la télévision pour, voyez, pour toucher tous les canaux, hein, on pourrait dire, hein, le spot qui dit toute mode unie où on voit, alors je ne le montre pas à l'écran puisque on est sur Facebook et qu'il faut donc ne pas montrer des images venues de la télévision. On voit des défilés d'hommes et de femmes dans ces spots et d'enfants habillés en Benetton avec des images superposées et qui prononcent tous la voix Benetton, hein, dans ce contexte-là. Et tous ces enfants, adolescents ou adultes, hommes et femmes, eh bien, sont tous habillés avec des tenues chamarrées et des couleurs de peau différentes. Donc la télévision, elle aussi, diffuse des spots Benetton. Et puis Benetton va donc élargir. Je parlais tout à l'heure de la Formule 1. Il y a des produits dérivés qui vont avoir exactement le même ancrage. Je pense notamment donc avec la création du parfum Colors. Hein, vous voyez ici Colors. Hein, donc on tisse, hein, on tisse sa toile, hein, et la métaphore est filée à l'extrême. Hein, Colors en 1988 pour hommes et pour femmes, c'est un parfum mixte. C'est l'agence Eldorado qui le lance, hein, Bruno Sutter, le patron de cette agence, avec derrière Olivero Toscani. C'est un flacon rectangulaire. Colors est écrit, vous voyez, de 4 couleurs différentes sur chacune des faces de ce flacon, jaune, rouge, vert, bleu, comme les roues de la Formule 1 Benetton. Donc ça, c'est effectivement un produit dérivé. Hein. Regardez ici les couleurs présentées à travers toujours le label United Colors of Benetton. Vous voyez, Colors, A New World for Men. L'idée d'un nouveau monde. Et la main noire, la main blanche qui tient ce parfum, voilà,
si vous voulez, le message est tout à fait clair, tout à fait simple. Et une revue, alors effectivement, qui, au-delà de Globe, est une revue que publie la marque Benetton, qui s'intitule tout simplement Colors, vous voyez la notion de couleur, qui, pour son numéro 1, hein, le premier numéro date de 1990. C'est une revue qui est publiée en différentes langues. Hein, vous voyez, Ice, attitude, vérité, mensonge, pouvoir, premier rendez-vous et sexe. Hein, avec l'anglais ici, on cherche des embrouilles, we are looking for trouble. Voilà un petit peu le sujet qui est évoqué là, hein, qui pose la question justement, encore une fois, de la pluralité. Cette marque, cette revue Colors, eh bien, elle est diffusée en Chine et en chinois. En France, on le voit avec l'anglais toujours, mais tantôt le chinois, tantôt le français, tantôt l'italien, tantôt le coréen, le portugais, l'espagnol. Donc, ça se diffuse dans le monde entier. Et effectivement, ce trimestriel hein, est publié par ce qu'on va appeler désormais la Fabrica, hein, puisque c'est à la Fabrica, à Trévise, qui s'appelle désormais la Fabrica. En gros, c'est quoi la Fabrica? C'est à Trévise, fondée en 1994. C'est à côté de l'usine, c'est tout ce qui va créer, hein, pérenniser, diffuser la marque Benetton. Donc, par exemple, les produits dérivés que sont le parfum ou la revue Colors qui imprime hein, les modes dans ce cadre-là. Hein. Donc, on a dans ce contexte une dimension extrêmement forte. Vous voyez ce numéro, ces revues Colors qui vont, ici on est en automne 2010, 20 ans plus tard, hein, la mise en scène de cette mode de la couleur. Vous voyez Colors ici, hein, teenager, adolescent, hein, qui mettent en évidence, vous voyez la Fabrica, hein, United Colors of Benetton, qui a cette capacité à reproduire l'idéal de couleur à travers ces deux yeux qui viennent vous transpercer ici dans ce contexte. Alors, l'ambiance, tout à l'heure j'ai parlé d'un premier contexte qui était celui de SOS Racisme. Il y a une autre ambiance dans laquelle Benetton va se glisser et que Benetton va épouser d'une certaine manière, c'est ce moment que vous avez peut-être en tête, qui a marqué son époque, c'est la grande parade qui va exister au moment du 14 juillet 1989, lorsque sont organisées les commémorations du bicentenaire de la Révolution française en 1989. Le 14 juillet 1989 est organisée la grande parade des Champs-Élysées qu'on appellera plus largement l'opéra Good. Hein, qui est Good, Jean-Paul Good en particulier? Eh bien, c'est ce photographe, illustrateur, réalisateur également, hein, qui était en charge. Bon, alors évidemment, on est en 1989, c'est le deuxième septennat de François Mitterrand. C'est la volonté de donner une orientation à ce bicentenaire, un grand moment de l'histoire des commémorations, grand moment de l'histoire de France. François Mitterrand en fait une affaire personnelle, il veut absolument que ces commémorations du bicentenaire en 1989 soient d'un éclat particulier, et derrière tout l'état d'esprit qu'il y a, c'est de commémorer d'une certaine manière la diversité, et cette diversité, elle sera commémorée en confiant à Jean-Paul Goude le spectacle qui va accompagner le soir du 14 juillet 1989, en soirée, pendant 3 heures. C'est un spectacle de la couleur, justement. C'est un spectacle qui correspond véritablement à l'état d'esprit Benetton, qui va d'ailleurs faire grincer des dents, parce que ce n'est pas le spectacle plus classique auquel on saurait pu s'attendre. Alors là aussi, on aurait pu montrer des images si on était en salle du côté de Stanislas, mais je ne vais pas le faire ici, mais je vais simplement vous raconter de quoi il s'agit. Vous avez 1 million de spectateurs rassemblés autour des Champs-Élysées ce 14 juillet 1989. Vous avez 800 millions de téléspectateurs dans le monde qui regardent du côté de Paris comment est-ce que la France commémore les 200 ans de la Révolution française. Eh bien, Jean-Paul Goude va être totalement ébouriffant et donc en même temps susciter la polémique dans l'esprit Benetton, c'est-à-dire 6000 artistes, 6000 figurants qui vont être présents sur place, 12 tableaux vivants de ce qu'on appellera la tribu planétaire, et c'est un défilé chamarré, c'est un défilé bigarré, c'est pour
fêter la Révolution, ce sont des Africains avec des tam-tams, ce sont des Écossais sous la pluie, ce sont des étudiants chinois en 89, évidemment, à l'époque de Tiananmen, ce sont des Soviétiques. Donc l'idée, c'est de travailler sur les stéréotypes, mais surtout de valoriser la dimension mondiale, mondialisée, avec euh, une sorte de feu d'artifice de couleur. Encore une fois, vous voyez, la notion de couleur est une notion qui vraiment apparaît ici. Et point d'orgue, on pourrait dire, de cette parade de la Marseillaise qui va signaler d'une certaine manière le succès, c'est lorsque surgit sur scène pour entonner la Marseillaise, la cantatrice noire américaine qui s'appelle Jessie Norman. Jessie Norman qui est donc drapée, comme vous le voyez ici, sur ce tableau, drapée, comme vous le voyez ici, sur ce tableau du drapeau bleu-blanc-rouge, hein, de la tête aux pieds, hein, qui apparaît sur la place de la Concorde, sur un piédestal, et qui, vêtue aux couleurs bleu-blanc-rouge, entonne la Marseillaise, symbole même de la diversité, une américaine cantatrice noire drapée du drapeau bleu-blanc-rouge. Voilà quelque part le succès de l'état d'esprit Good, Jean-Paul Good, le succès de l'état d'esprit Benetton qui se développe. Donc vous voyez, il y a une sorte de parallélisme entre ces campagnes d'affichage qui apparaissent dans les années 80, début 90, qui sont les grands moments, hein, et bien sûr le succès aussi de cette commémoration, hein, du bicentenaire qui surprend beaucoup de monde et qui fait beaucoup parler. Il faut bien le dire, parce que cette campagne Benetton et ce bicentenaire ne sont pas du goût de tout le monde, et un certain nombre d'états d'esprit plus conservateurs, je dirais, plus soucieux d'un certain nombre de prérogatives, vont grincer des dents et faire entendre leur opposition, hein, je dirais, leur mauvaise humeur, on pourrait dire, hein, puisqu'il y aura des représailles. Je pense notamment à la boutique Benetton de Paris qui sera plastiquée, hein, un jour de 1991. Il y aura quelques représailles contre Olivero Toscani. Donc il y a effectivement quelques grincements de dents qui s'inscrivent effectivement dans un grand moment de débat autour de la montée effectivement de l'extrême droite et de la présence médiatique de Jean-Marie Le Pen, hein, qui est très importante à ce moment-là et qui fait un petit peu figure de résistant à cette dimension-là à travers les suffrages importants qu'il obtient dans cette période des années 1980, hein, puisque par exemple en 1988, il n'est pas encore au second tour de l'élection présidentielle, ça viendra en 2002, mais il figure bien en termes de suffrage, et le Front National est bien en place dans la vie politique, suscitant beaucoup de débats, hein, puisque beaucoup se posent la question si la présence médiatique de Jean-Marie Le Pen à la télévision n'est pas de nature à faire monter son audience. Eh bien, il y a une sorte de résistance à cette dimension plus culturelle à travers, vous voyez, les commémorations du bicentenaire ou la présence des campagnes Benetton, qui sont finalement quelque part à la fois des campagnes de communication, mais qui ont une dimension totalement politique. Hein. Alors, l'âge d'or, hein, l'âge d'or de ces campagnes Benetton, c'est, je crois, cette image, hein, qui est extrêmement populaire, qui est restée très célèbre, parce que justement, elle va d'une certaine manière faire le scandale. Deux changements majeurs s'opèrent au tournant des années 90, 89, 90, 91. C'est d'abord, eh bien, progressivement, la marque est devenue tellement célèbre qu'il n'y a plus la présence des vêtements sur les affiches publicitaires. Il n'y a plus, les vêtements ne sont plus présents. Tout ce que je vous ai montré dans les années 80, eh bien, les vêtements sont omniprésents. Il s'agit de vendre des vêtements, donc forcément, il faut que ces vêtements soient présents. Eh bien, à partir des années 90, 91, le vêtement n'est plus présent sur les affiches, comme si c'était une sorte d'entendu, d'évidence que Benetton, c'est une marque de vêtements. Donc, il n'y a plus de vêtements. Ça, c'est un élément. Et puis, on va monter en degré, hein, dans la provocation. Présenter des jeunes générations, principalement des enfants, des adolescents, des jeunes adultes en situation de diversité fraternelle et agréable, était un niveau, mais on va passer à un niveau supérieur dans cette provocation à travers cette campagne donc, de 1989 qui va se diffuser beaucoup en 1990. C'est presque comme des tableaux, hein, elles ont un nom, ces affiches. En particulier ici, c'est Femmes noires et enfants blancs. Vous voyez, ça pourrait presque être un tableau de peinture, hein, qui obtient en 1990
le Grand Prix de la publicité. D'autres titres disent la mère nourricière. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on y voit? Eh bien, on y voit ici une femme noire vêtue d'un gilet rouge. Et la couleur rouge du gilet est très importante. Ça renvoie à la notion de chaleur, ça renvoie à la notion d'amour, peut-être, à la notion de passion. Hein, qui donne le sein à un enfant blanc, hein, qui montre effectivement les seins de de cette femme noire avec de très belles mains, hein, effectivement, qui tient avec beaucoup de douceur ce bébé blanc qui prend son sein. Euh, Ça a été beaucoup discuté, en fait, hein, parce que derrière tout ça, il y a une question de mixité, de diversité qui dépasse le simple positionnement à côté, mais là, c'est vraiment l'idée de métissage, l'idée de mélange, l'idée d'union mixte, de brassage de populations, où on sait encore que dans les années 80, 90, les unions mixtes restent, comment dire, critiquable, pour certaines suscitant des stéréotypes, et il n'est pas toujours de bon ton de voir un couple mixte fonctionner. C'est beaucoup plus accepté aujourd'hui, ça l'était beaucoup moins dans les années 60 au début de Benetton. On est là dans un moment où présenter cette image peut provoquer, sans doute moins aujourd'hui, mais beaucoup plus il y a 30 ans, donc comme c'était le cas en cette fin des années 80. Certains d'ailleurs y voient donc une dimension antiraciste, c'est certain, mais d'autres y voient un vieux fond colonialiste, hein, un vieux schéma colonialiste, une manière de renverser la vocation antiraciste à travers la nounou, la nourrice noire, hein, qui donne le sein au bébé blanc. Et donc c'est une autre critique au-delà de la mixité, c'est une critique qui, derrière les habits de l'antiracisme, serait finalement des relents de colonialisme très anciens, hein, alors que le message qu'a voulu aussi donner Benetton, c'est que le monde noir, l'Afrique en particulier, serait le berceau du monde. Hein. Alors évidemment, on peut discuter du fait, mais c'est intéressant parce que là, on aura beaucoup de discussions. Et ce qui serait intéressant, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est de voir comment est-ce que cette affiche est reçue en fonction des pays dans lesquels elle est affichée. Parce que ce n'est pas tout à fait la même chose et le même débat lorsqu'on est en France que le débat lorsqu'on est du côté des États-Unis ou du côté des pays comme l'Italie ou les Pays-Bas ou l'Angleterre. Hein, et ces affiches ont été justement présentées. Hein. Donc, par exemple, du côté des États-Unis, on ne voit pas ça d'un très bon œil parce que justement, il y a là ce vieux relent d'esclavagisme et de colonialisme qu'on retrouve, hein, cette nounou noire qui réapparaît quelque part à travers le message. Mais en tout cas, l'ambition de Toscani, c'était le discours du métissage qui fait peur à beaucoup, hein, mais là, pas du tout. C'est l'idée que l'ère du temps, elle est au métissage, contre le repli identitaire, hein, pour l'interculturel et, je dirais, l'interracial, hein, dans ce cadre-là. Hein. Et alors, on va retrouver, du coup, tout un ensemble. Vous voyez, les vieux relents colonialistes, on les voit ici à travers, vous voyez, ce lien qui n'est pas fait entre Toscani et ces tableaux anciens où la nounou noire s'occupe du bébé blanc. Alors, elle ne lui donne pas le sein, mais elle est effectivement mise en scène, comme on le voit ici. Vous voyez, hein, c'est ces images qui viennent du passé et qui montrent comment les bébés des colons sont utilisés enfin, pas utilisés, sont gardés, sont surveillés par les nounous noirs. Hein, et regardez même cette affiche colonialiste qui, à travers le passé, met en scène donc, le sein qui est donné au bébé blanc. Donc, Toscani n'avait peut-être pas ça en tête lorsqu'il a diffusé son image, mais on s'est bien soucié de lui renvoyer cette image un peu subliminale, on pourrait dire, hein, dans ce contexte-là. Et puis, dans la même campagne, hein, qui favorise le... Alors, bon, évidemment, le sein, c'est un domaine qui va susciter la polémique. Bon, cette image-là est très, très emblématique aussi, les bébés sur le pot. Hein, on voit ici, effectivement, dans cette campagne de Benetton, ces deux bébés face à face, sur deux pots colorés, hein, un rouge et l'autre violet, le noir et le blanc qui se côtoient, qui sont ensemble. Et c'est une affiche de 1990, une affiche de 1990 très critiqué notamment par le maire de Milan, mais qui obtient plusieurs prix, hein, notamment aux États-Unis dans ce contexte-là. Donc, vous voyez, le métissage, c'est la nourrice, ce sont ces deux bébés sur le pot face à face. C'est là aussi polémique. Hein. Rappelez-vous peut-être de cette affiche qui a été placardée sur tous les murs de la France en 1990, 89, 90. Une main blanche et une main noire côte à côte et menottée. Hein, très mal vu en Angleterre. Hein. Margaret Thatcher va va faire saisir ces affiches et les interdire. Aux États-Unis aussi, c'est très mal vu.
Qui est le délinquant ici? On se pose la question, là aussi, peut-être une image qui peut se retourner contre l'état d'esprit qui est renvoyé, hein. On se pose la question, hein. Donc, l'antiracisme peut mener au racisme, c'est un élément qu'on peut voir ici. Est-ce que c'est pas le policier blanc qui s'en prend aux délinquants noirs, hein? Toute la question peut être posée, mais en l'occurrence, l'ambition était de montrer qu'on peut tous être des délinquants et que les noirs et les blancs se retrouvent quelque part sur le même pied d'égalité dans ce cadre-là, un peu comme les deux bébés sur le pot, hein, dans ce contexte possible, hein. Troisième, autre exemple ici, hein, qui met en scène, au-delà de ça, peut-être eh bien, des éléments qui, à l'époque, étaient effectivement très peu présents, c'est la dimension de l'homosexualité, hein, et peut-être du mariage pour tous qui s'anticipe à travers Benetton, 1990, hein, 30 ans avant, hein, ou presque, Blanquette, hein, ici, une femme blonde, une femme noire, un enfant asiatique. Qu'est-ce que font ces trois personnages? Eh bien, ils sont ensemble autour de la bannière Benetton avec une couverture, plus de marques, pardon, plus de vêtements Benetton, hein, simplement le rappel de la United Colors of Benetton et surtout cette diversité qui surgit ici de trois manières, hein, avec la capacité peut-être aussi d'inciter à la fois le métissage et euh, ce qu'on appelle aujourd'hui dans le débat actuel l'intersectionnalité, hein, c'est-à-dire à la fois les questions raciales et les questions de genre dans ce contexte. Regardez ici l'utilisation d'un emblème de la culture italienne, Pinocchio, hein, représenté sous toutes différentes couleurs, hein. Vous voyez, plus de vêtements ici en 1990, hein, 91, la collection Printemps-été 91 est avancée par ces Pinocchio qui marchent tous ensemble, un noir, un blanc, un marron, un beige, un foncé, voilà les éléments, ou la campagne qui s'intitule Mineur, hein, 1990, où là aussi deux femmes, une noire, une blanche, mais presque avec des blackface toutes les deux. Vous voyez, la notion de blackface est aussi un sujet assez emblématique ici, qui sortent de la mine avec des vêtements qui apparaissent effectivement là aussi dans une dimension de mise en scène assez particulière. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, la grande polémique de tout ça, c'est effectivement la polémique autour de la nourrice noire, hein. Vous voyez ici Bruno Sutter, dont je vous parlais tout à l'heure, hein, et un article du Nouvel Observateur, hein. Nous sommes donc en 1990, et on vous parle des couleurs du succès, hein. Philippe Gavy, dans le Nouvel Observateur, vous raconte comment est-ce que eh bien, cette marque Benetton connaît un grand succès, puisque le 16e Grand Prix de l'affichage couronne la campagne Benetton. Et dans cet article de Philippe Gavy dans le Nouvel Observateur, on vous raconte le triomphe qui apparaît, hein, ici. Luciano Benetton, d'ailleurs, capitalise en présentant un livre qui s'intitule justement Les couleurs du succès. Alors, je dirais que dans cet article de presse, il y a une sorte de flambée de discussion, puisque à côté plutôt des avis très positifs de la presse de gauche, eh bien, par exemple, le Figaro va se heurter, hein, à Benetton, va mener une campagne hostile justement, hein, et il y a notamment des lecteurs du Figaro en colère qui vont s'opposer à cette campagne jugée comment dire, malvenue, hein, dans les temps de ce moment-là. Et donc, il y aura comme je vous l'ai dit, quelques mouvements d'humeur, hein. Alors, ce n'est pas les lecteurs du Figaro qui, eux, se sont mobilisés dans leur journal, mais comme je vous l'ai dit, quelques vitrines sont plastiquées ou dégradées, hein. Je pense au magasin donc, du Faubourg Saint-Honoré, je vous le disais tout à l'heure, hein, l'extrême droite extrême, on pourrait dire, hein, à la droite de l'extrême droite, laisse des tracts justement dans des violences faites tout simplement aux vitrines, hein, donc ça ne va pas très loin, mais en tout cas laissant des tracts en dénonçant cette Europe où il y a de plus en plus de nègres, hein, c'est la phrase qui est employée à ce moment-là dans les tracts laissés devant la tribune, pardon, la vitrine cassée. Des bombes lacrymogènes sont envoyées sur les boutiques parisiennes rue de Rennes à Paris, ou rue Bonaparte, ou avenue de Wagram. Il y a trois grandes boutiques Benetton. Des bombes lacrymogènes sont lancées au moment de cette campagne en 1990, et le bureau de vérification de la publicité, le BVP, hein, célèbre à cette époque-là, demande aux affiches, comment dire, aux affichistes, hein, enfin à ceux qui placardent les affiches sur les murs, de s'abstenir un temps de mettre les affiches Benetton pour éviter que l'attention ne monte d'un cran. Donc, vous voyez, en cette
année 1990, début 91, dans une ambiance tendue sur le thème de l'immigration. C'est à ce moment-là, on est en pleine guerre du Golfe, on se pose des questions sur la question des banlieues aussi qui apparaît à ce moment-là à travers un certain nombre de problématiques où on est très inquiet sur l'évolution du sujet. Le thème de l'immigration est très, très central, hein. C'est le moment du bruit et des odeurs de Jacques Chirac, par exemple, ou du mot d'invasion de Valéry Giscard d'Estaing. Donc, beaucoup de sujets se développent autour de ça. La réponse de Benetton est une réponse politique, en quelque sorte, et c'est ça qui m'a intéressé dans le sujet. Donc, très controversé, ces campagnes printemps-été 90 et automne-hiver 90-91, sur fond d'un débat politique extrêmement sensible, extrêmement important. Donc, Luciano Benetton raconte ça dans cet ouvrage. Vous voyez, il est dans différentes manières de présenter les choses. Alors, regardez ici, la réponse de Benetton, ce sera par exemple ces 3 enfants, un blanc, un noir, un asiatique, je prends des guillemets pour dire ça, qui tirent la langue, vous voyez, qui montre qu'au-delà des, entre guillemets, des appartenances ethniques, aujourd'hui on pourrait presque dire entre guillemets des races, puisque le mot race redevient problématique aujourd'hui, eh bien l'idée c'est que toutes les langues sont de la même nature et finalement de la même couleur. Alors certains y ont vu des images pornographiques, par exemple dans les pays musulmans, l'affiche ne passe pas, et elle est interdite dans la mesure où dans les pays musulmans, les organes internes ne sont pas à montrer, donc il y a là une polémique qui dépasse l'Europe et qui se pose dans les pays, notamment du Maghreb, à cette occasion. Voilà un élément qui va apparaître. Et puis, on dépasse le simple cadre ethnique pour avoir des messages plus politiques. Je pense par exemple en janvier 91, au moment de la guerre du Golfe, dans les polémiques qui sont liées aux tensions à la guerre du Golfe, Benetton, toujours en souci de choquer, de provoquer la polémique, eh bien, cette série de croix, cimetière de guerre, d'ailleurs, ça s'intitule Cimetière de guerre. Oui, c'est presque des tableaux, comme je vous ai dit. Ici, c'était 3 enfants, le nom de ce tableau, avec uniquement où sont les habits ici, il n'y en a plus. Il y a juste la marque United Colors of Benetton. Où sont les habits ici, il n'y en a pas. C'est juste une réplique à la situation de la guerre du Golfe. Et ça a été vécu comme une provocation aux États-Unis qui n'a pas accepté cette image, effectivement. Là. Et là aussi, vous voyez ce tableau qui s'intitule La naissance de Giusy, le bébé Benetton en 1991, lorsque Toscani présente un jeune bébé avec son cordon ombilical et le sang pas encore nettoyé, moment d'intimité, exploité à des fins mercantiles. La foudre va s'abattre sur Benetton, la foudre va s'abattre sur Toscani, réaction, controverse, polémique. Pourquoi montrer cette image, si ce n'est pour choquer et si ce n'est pour faire de l'argent? Beaucoup de discussions autour de ça. Nous sommes en 1991. Vous voyez, il y a une diversification de la dimension ethnique et raciale vers la dimension politique, polémique et aussi, alors là, bien entendu, la polémique va enfler autour du scandale entre le prêtre et la nonne qui s'embrassent sous l'égide de United Colors of Benetton. Le tableau s'intitule Le baiser interdit. Le baiser interdit, ce qui va faire scandale au Vatican à une époque où on parle de la dernière tentation du Christ, par exemple. Le Pisse Christ aussi, ce tableau cette œuvre d'art qui va apparaître. Donc, dans l'air du temps, d'une certaine manière, pour dénoncer un certain nombre d'évolutions de l'Église catholique, eh bien, ce baiser interdit va susciter très fortement la polémique. Donc, on est, voilà le baiser interdit ici, qui est présenté sous l'égide de Benetton, et pas avec des habits Benetton, bien entendu, on peut dire ici, dans ce cadre-là. Vous voyez, d'ailleurs, l'exposition parisienne de la BNF, il y a quelques années, qui s'intitule Controverse, avait utilisé cette affiche pour parler justement des controverses. On est au cœur du sujet, dans la publicité, à travers ce cadre-là. Alors, à partir de 1992, nouvelle étape dans la manière dont Benetton fonctionne. Olivero Toscani, un peu vexé par le relatif déclin, il faut bien le dire, du succès de Benetton, qui a eu quelques années, vous voyez, de 84 à 91, ça a été à plein régime. Là, il y a une petite stagnation. Eh bien, décide de changer de stratégie et décide désormais dans ses publicités, alors ici, ce sont des publicités qui datent du début des années 90, eh bien, il décide de changer de stratégie et de publier des images de photos reporters comme des éléments de sa manière de fonctionner, et il va aller chercher des clichés ou acheter des clichés de journalistes qui ont été déjà publiés dans la presse
et tout simplement d'y accoler la marque United Colors of Benetton comme pour cautionner une image. Regardez ici par exemple ce navire qui est peuplé de boat people. Qu'est-ce que fait Toscani? Il achète la photographie d'un photoreporter et il plaque la marque United Colors of Benetton, bien sûr avec la volonté de Luciano Benetton. On va parler de reality pub, frontière fragile entre la publicité et le journaliste, dénoncée par beaucoup de membres de la profession de la publicité. Je pense à Jacques Séguéla, qui ne voit pas ça d'un très bon œil, hein, Jacques Séguéla. Alors, notamment ici, il s'agit d'un navire, non pas encore de Lampedusa, mais c'était avant, en 1991, lorsqu'à Bari, au sud de l'Italie, étaient arrivés des navires d'Albanais, en provenance d'Albanie, le cargo albanais. Voilà le titre de cette publicité de Benetton en 1992, qui touche finalement les premiers pas de la question de l'immigration en Italie à travers ce cargo d'Albanais qui débarque sur les côtes italiennes, hein, qui raconte finalement les débuts de l'histoire qu'on connaîtra en Méditerranée dans ce contexte-là, hein, où, regardez ici, à même moment, eh bien, Benetton pose la question justement du préservatif et du sida. Donc là aussi, où sont les habits? Non, ce ne sont que les préservatifs. Hein, et Benetton va, à travers, je reste un petit peu sur l'image des Albanais, faire aussi cas de la guerre en ex-Yougoslavie, hein, notamment, je vais passer ici, alors attendez, je suis là, voilà, la guerre en ex-Yougoslavie, où il va notamment montrer le soldat, le soldat bosniaque en 1994, en une seule photo, eh bien, euh, comment dire, le thème de l'ex-Yougoslavie va être posé dans cette occasion. Et vous voyez qu'on va aller vers plus en plus de chocs. Donc, je montrais la question du sida ici, le VIH, hein, qui va apparaître à travers donc, les préservatifs. Là, ça reste assez important. C'est une des polémiques, ou en tout cas, c'est un des sujets centraux de la France des années 80-90, de l'Europe des années 80-90 en particulier, la question du sida, hein, où on montre ici, vous voyez, la volonté de susciter l'émotion autour du sujet, hein, notamment à travers donc, le terme HIV positif, hein, donc, pour montrer ce qu'on appelait effectivement les sidéens à l'époque. Hein, regardez, ici, quand on prend le métro à Cambronne, on a, vous voyez, cette image qui peut apparaître comme choquante et qui vous percute d'une certaine manière, hein, et qui pose la question du sida. Hein, et cette fameuse image qui a été beaucoup aussi critiquée, bien entendu, puisque donc, elle s'intitule Le Sidéen, hein, en 1993, lorsqu'on y voit l'agonie d'un malade du VIH. En fait, il s'agit d'un Américain, tout simplement, qui s'appelle David Kirby, hein, qui est né donc en 1957 et qui est mort du sida en 1990, et qui montre donc sous l'égide de United Colors of Benetton le militantisme de la lutte contre le sida à travers cette photographie sur son lit de mort du célèbre journal américain, hebdomadaire américain Life, par Thérèse Farr. Hein, eh bien Benetton demande l'autorisation à sa famille d'utiliser cette image pour la campagne de publicité Benetton, hein, ce qui va évidemment alimenter les débats sur le sida. Il est apparu que c'était les vœux de David Kirby lui-même que son image soit utilisée à cette fin-là. Émotion, évidemment, qu'est-ce qu'on voit sur cette image? La présence de la famille, le père, la mère, la sœur, à gauche la mort, à droite la vie, hein, sorte de piéta. Donc tout ça est effectivement très, très intéressant à montrer, mais sans doute suscite le scandale. Et encore aujourd'hui, je pense que derrière votre écran, vous avez sans doute parfois peut-être des réprobations. Et encore une fois, c'est un fait, la volonté que de choquer, mais aussi que de poser des questions. Puisque ça a été montré par la presse, pourquoi ne pas le montrer dans la publicité? C'est la problématique que met en place ici Toscani et Benetton. Alors vous allez dire, que fait Benetton là-dedans? Évidemment, c'est la question qui peut se poser et je vous l'accorde totalement. Hein. De même qu'ici, l'idée de Toscani était aussi dans le conflit, voilà, je disais ça tout à l'heure, je me suis un peu embrouillé ici, c'est de mettre en évidence, vous voyez, le soldat bosnien. Alors il n'est pas là à présenter mort, mais le Bosnian Soldier, c'est dans le cadre de la guerre de Bosnie. Hein, qui, vous le savez, fait rage, hein, la guerre d'ex-Yougoslavie entre 1992 et 1995, avec le cas de Srebrenica, hein, à cette occasion, eh bien, le soldat bosnien de 1994, c'est une photo qui met en évidence effectivement
le cas de Marinko Gagro, que vous voyez ici, vous voyez en fait non pas lui-même, mais les habits qui sont les siens lorsqu'il a été touché par une balle. Hein. Marinko Gagro, 1963-1994, il avait 30 ans, est assassiné par un sniper à Sarajevo. Hein, et donc, une jeune femme qui était son amie, en quelque sorte, hein, vous voyez l'image de la balle, l'impact de la balle et le sang qui est ici, eh bien, sa jeune amie, sa jeune copine amoureuse, eh bien, a sollicité Toscani, qui a accepté de photographier donc, les images de ses vêtements tachés de sang du mort yougoslave, hein, ou plutôt bosnien, pardon, pour inciter finalement à alerter l'opinion mondiale sur le drame de Bosnie, hein, qui a été un peu oublié entre 1992 et 1995, le siège meurtrier de Sarajevo, hein, que beaucoup laissaient de côté au cœur de l'Europe dans ce contexte-là. Et donc, cette jeune femme lui envoie les habits emballés et ensanglantés pour qu'ils les prennent en photo hein, dans ce contexte-là. Donc, Marinko Gagro est passé à la postérité grâce à Oliviero Toscani. Alors là aussi, on peut critiquer les procédés, c'est le but hein, de ces controverses, mais ça va beaucoup, beaucoup faire parler dans ce contexte-là. Les images du soldat bosnien sont placardées dans 110 pays, diffusées par la presse internationale. La publicité fait réfléchir, la publicité fait scandale, c'est peut-être dans ce contexte-là la dimension la plus importante. Alors quand on parle de HIV positive, effectivement, on va trouver là tout un ensemble d'images, hein, campagne choc, on le voit ici, à travers donc, la mise en scène de la dimension aussi liée au sexe, hein, on pourrait dire par rapport à ça. Hein. 3 lettres et un mot tabou, HIV, à l'encre violette qu'on voit un peu partout. Hein, et donc, 1997, la campagne des slips. 1993, c'était celle-ci, hein, avec une double page dans Libération qui va susciter, entre sexe masculin et sexe féminin, une controverse très forte. Hein, donc, 93, si on prend dans l'angle, 97, les slips, et 96, les cœurs, hein, blanc, noir et jaune. On est effectivement dans cette dimension de choc. Et la marque Benetton va effectivement gagner en notoriété compte tenu de ces campagnes qui vont faire parler d'elle et qui vont parfois horrifier, parfois faire applaudir les gens, avec un déclin de la marque aux États-Unis, hein, qui n'apprécie pas tellement la marque Benetton, parce que beaucoup d'Américains sont touchés au vif. En revanche, beaucoup de succès en Angleterre, en Espagne, dans les pays de l'Est sortis du communisme, au Proche-Orient. Toscani est vu comme un inspirateur de génie, provoquant bien sûr, porteur d'un message qui va s'adapter à l'ère du temps. Par exemple, effectivement, on voit apparaître ici la dimension du comment dire, de la question de la faim dans le monde. Hein. Je pense par exemple ici le sommet du FAO, hein, Food of Agriculture Organization des Nations Unies, que Benetton va reprendre à son compte, en quelque sorte, hein, en prenant le sommet de Rome en 1996 comme un élément important. Pourquoi? Parce que dans ces années 90, eh bien, la marque Benetton va se lier et passer des partenariats avec les grandes institutions internationales, l'ONU. 1998, les 50 ans de la Déclaration des droits de l'homme va s'accompagner d'une campagne de publicité Benetton. Il n'y a plus du tout, bien sûr, les habits ici. L'UNESCO, à son tour, hein, le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, hein, notamment une campagne pour mettre fin à l'apatridie, hein, à la question des apatrides, ou la FAO, donc la fondation, l'organisation pour l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, qui est ici présentée. Hein, et donc, ces partenariats sont signés entre Benetton Toscani et ces institutions, hein, avec, vous voyez, minimalisme ici, hein, c'est presque de l'arte povera, on pourrait dire, hein, la cuillère en bois qui est présentée ici. Alors, bien entendu, cela va avoir pas mal de conséquences sur le succès de la marque, hein, où on voit ici, hein, par exemple, tout un ensemble d'éléments sur les valeurs humanistes qui apparaissent. Hein. Vous voyez ici les 50 ans des droits de l'homme se présentent sous ces visages qui sont un peu la marque de fabrique de Benetton, hein, en 1998, ici présent. Donc on voit la campagne de 1998 reposant sur des accords avec les institutions internationales, hein, où ici le Haut Commissariat aux réfugiés, on reprend le globe, mais le globe à travers justement le thème de l'apatridie. Nous sommes donc ici dans l'idée qu'il faut lutter contre l'apatridie en 2014, hein, et donc c'est une campagne qui est menée
entre Benetton, United Colors of Benetton, et le Haut Commissariat aux réfugiés. 10 millions de personnes veulent avoir une nationalité qu'ils n'ont pas. Voilà un engagement de la marque Benetton, ici, à travers la notion de e-belong, à l'époque des hashtags en 2014, où vous voyez ici, encore une fois, une grande diversité des populations présentées. Alors, campagne qui va faire scandale, en particulier aux États-Unis, Sentence to Death, tension aux États-Unis dans l'an 2000 en particulier, qui est la dernière campagne d'Olivero Toscani pour Benetton, puisqu'il s'agit ici, en avant-première du magazine américain Talk, qui suscite un débat autour de la peine de mort aux États-Unis, diffusion de clichés de condamnés à mort accompagnés de leur nom, de leur prénom, de la nature de leur crime et du moyen d'exécution. Donc, ils sont ici présentés. Où est la marque? Elle est présente, mais il n'y a pas d'habit, il n'y a rien. C'est juste un thème politique qui est abordé ici. Vive émotion de cette campagne aux États-Unis, des poursuites judiciaires de l'État du Missouri contre Benetton, puisque 4 condamnés de cet État apparaissent dans la campagne publicitaire, et l'État du Missouri n'avait pas été averti de cet usage photographique. Donc, il va y avoir une boycott en chaîne de la marque Benetton aux États-Unis, ce qui va provoquer un échec commercial aux États-Unis, ce qui n'est pas très bien pour Olivero Toscani, et qui va créer des tensions entre Toscani et Benetton. D'ailleurs, Toscani sera renvoyé et le contrat interrompu. Il sera remplacé par quelqu'un de plus classique, on pourrait dire, et de moins impétueux, James Molson, à la Fabrica à cette occasion. Donc, le goût de la provocation après Toscani va décliner. Vous voyez, donc Santa Studes, ici, c'est condamné à mort représenté donc, en l'an 2000 et suscitant la polémique. Eh bien, il va y avoir effectivement quelques campagnes qui vont, disons, présenter un peu la même veine, mais avec moins de vigueur et je dirais moins de tendance au scandale. Par exemple, la stratégie Unhate, donc contre la haine, déhaïssons-nous, on pourrait traduire ça comme ça, qui n'est pas une campagne de Toscani, mais qui reste une campagne de Benetton qui date de 2011, avec des photomontages de personnes qui théoriquement pourraient s'opposer mais qui s'embrassent. Donc ici Barack Obama en particulier, qui apparaît avec le président chinois. On peut voir ici aussi Benjamin Netanyahou, qui met en évidence d'une autre manière le problème israélo-palestinien, la Corée du Nord et la Corée du Sud, pourquoi pas. Alors évidemment, ce n'est pas des images réelles, mais c'est plutôt des photomontages. Bon, on y a vu plutôt du suivisme qu'une véritable dimension novatrice à l'époque de Nicolas Sarkozy et de Angela Merkel. Donc voilà cette campagne Unhate de 2011 qui n'est pas d'une grande originalité, mais pourquoi pas. 2014 également, donc Unhate, vous voyez, c'est la manière dont on présente ces tableaux à Milan en particulier sont effectivement une manière de les mettre in situ, parce que c'est important aussi de mettre les tableaux de Benetton in situ, vous voyez, sur les magasins. Quand on y passe, on réfléchit, on voit les choses, c'est un élément important qui montre comment la publicité fonctionne. Et puis, vous voyez, on est bien dans l'air du temps, on capte tout l'air du temps. Par exemple, les violences faites aux femmes en 2014, une campagne de Benetton autour de ce sujet, End Against Violence Against Women. On voit ici une dimension très forte avec un choc, puisque cette série d'images met en évidence d'une certaine manière un problème de grande notoriété. Regardez ici, Color of Domestic Violence, on ne met même plus United Colors of Benetton, mais on voit ces mannequins qui sont maquillés comme si elles avaient subi des violences à cette occasion. Donc ici, le féminisme est une valeur qui émerge en grande majorité à travers la campagne Oui, dans ce contexte-là, où les femmes prennent le pouvoir en cette dimension. Mais Toscani revient en grâce en 2017, et c'est une manière de conclure cette conférence, puisque vous voyez que cette décennie de polémique met en évidence le fait que malgré le divorce en 2000-2001 de Benetton et de Toscani, en 2017, après 2 décennies, Luciano Benetton retrouve Toscani, pour relancer la firme Benetton qui avait perdu un peu de sa superbe. Et en 2017, Toscani fait son retour pour notamment prôner de nouvelles campagnes. Je pense notamment, alors on les voit tous les deux retrouver leur allant dans des réceptions. Eh bien, là, on est à partir de 2017-2018 dans des campagnes qui prônent la question d'intégration. On retrouve les mêmes
les mêmes schémas, les mêmes mises en scène. Hein. Par exemple, le fait d'être allé tout simplement dans une école de Milan, l'école élémentaire de Milan, où Toscani et la marque Benetton apparaissent à travers tout simplement une école primaire de Milan proche du quartier où avait grandi Olivero Toscani, où on voit une institutrice avec 28 enfants, 13 nationalités, tout sourire, hein, avec une lecture de Pinocchio, justement, hein, photo sobre qui met en scène la couleur, hein, une campagne comme l'aboutissement de tout le travail accompli, c'est quelque part une sorte de campagne de conclusion, on pourrait dire, hein, mais qui, vous voyez, hein, elle est en train de lire Pinocchio devant tous ces enfants rassemblés dans ce contexte-là. Et puis, le dernier élément, hein, effectivement, Toscani n'est jamais à une polémique près, puisque, comme on avait montré les Albanais en 1991-1992, en 2018, il va se lier à l'Aquarius et notamment utiliser l'image de migrants sauvés par Aquarius ici. La question qui va se poser, ça va faire un grand débat en Italie en 2018. Hein. Peut-on se servir de photos d'hommes et de femmes et d'enfants ayant frôlé la mort, effectivement, en Méditerranée, pour une campagne de publicité pour des vêtements de la même manière, effectivement, il s'agit ici de faire état des 630 sauvés, naufragés de la noyade près des côtes libyennes par l'Aquarius. Peut-on utiliser cette misère, en quelque sorte, pour une campagne de publicité? Certains diront que oui, d'autres diront que non. On est vraiment dans la polémique. Hein. Et deux photographies qui ont été mises en ligne. Alors oui, tout ce sujet qui est apparu ici, je pense notamment à deux photographies qui ont été mises en ligne sur le compte Twitter de Benetton en juin 2020, justement, hein, avec le logo United Colors of Benetton. Sur la première, on y voit 5 femmes qui débarquent sur le port de Valence en Espagne après 8 jours de périple en Méditerranée et qui sont accueillies par des bénévoles de la Croix-Rouge. Seul le visage des enfants sont floutés. Et sur la seconde que l'on voit, donc on ne voit pas, hein, il y en avait une seconde. Effectivement, on voit plusieurs dizaines de migrants sur un canot, hein, ici, qui, voilà, avec un gilet de sauvetage distribué par des membres des ONG dans le cadre d'une opération donc, de sauvetage. Ces deux images ont beaucoup suscité de réactions négatives. Hein, par exemple, Matteo Salvini trouve que cette campagne est minable. Hein, Toscani accuse Salvini de négationnisme. Hein, Salvini dit suis-je le seul à trouver ça minable? Point d'interrogation. En tout cas, voilà. Toscani a relancé la polémique en revenant à Benetton après 2 décennies plus calmes. Donc, on voit effectivement ici le lien qui va être apporté jusqu'à ce que Toscani, pour rendre hommage à Luciano Benetton, toujours en verve à l'aube de ses 80 ans, eh bien, est photographié dans une campagne très colorée aux côtés d'un mannequin noir. Donc, je voudrais simplement conclure. Vous voyez, il m'a semblé intéressant de montrer toutes ces polémiques, de montrer toute cette série de décennies qui, à partir de 1984 et jusqu'à aujourd'hui, sont venus accompagner la marque Benetton, une marque qui a connu quand même, malgré des hauts et des bas, une grande célébrité, notamment grâce à Toscani, qui est incontournable désormais. Donc, j'aurais tendance à dire historiquement que Benetton et Toscani sont véritablement dans l'air du temps, me semble-t-il, sont témoins de leur temps, avec un engagement qui est réel, hein, un engagement qui est sans doute moral, mais qui est aussi lié évidemment à l'intérêt pour la marque, avec le sens des affaires et le sens du succès, cette capacité d'un publicitaire à capter l'air du temps qui suscite l'intérêt d'historiens comme moi, hein, avec plus ou moins de provocations, plus ou moins de scandales. Hein. Vous avez peut-être été offusqué par ce que j'ai pu montrer, mais en tout cas, ça met en évidence non seulement, un, le poids de l'image, deux, l'importance du marketing, trois, l'importance aussi que peut avoir la provocation et la polémique, et dernier élément, tous les débats qui ont été provoqués et qui sont des débats qui touchent à la fois le monde politique et le monde de la culture en particulier, puisqu'on a vu que ça a jalonné pas mal de moments de l'histoire de France. Tout ça reste profondément dans l'actualité, hein, et je crois que ça rentre bien dans le contexte de cette série de conférences sur les polémiques et les controverses de la vie française depuis 1945. Donc je m'en tiens là, hein, et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. On se retrouvera pour une dernière conférence dans cette année de Cannes Université, un peu plus tard dans le mois, autour d'une autre polémique qui a eu pas mal d'importance dans les années 80, les colonnes de Buren à Paris, sur la place du Palais Royal. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.